Salut tout le monde. À travers cette présentation, on va détailler l'examen et la surveillance d'un traumatisme crânien. Donc, pour introduire, les traumatismes crâniens sont les affections les plus fréquentes du système nerveux central. Il s'agit d'une affection, une pathologie grave, donc engendrant des complications sur le plan vital et fonctionnel, touchant ainsi la population jeune. L'objectif primordial, donc une prise en charge rapide. L'évaluation clinique et radiologique permet de préciser le type de lésion, d'établir une hiérarchie des urgences, discuter une éventuelle indication chirurgicale et poser le pronostic. Donc, l'examen clinique initial va servir comme référence pour la surveillance ultérieure. La surveillance avant tout est clinique. Tout traumatisme du crâne étant un candidat potentiel d'un traitement chirurgical. L'interrogatoire donc, permet de donner des renseignements concernant l'accident, les événements survenus depuis l'accident et les antécédents du victime. Donc, il faut préciser la date et l'heure de l'accident, les circonstances et les mécanismes qui orientent vers la gravité du traumatisme, la violence du choc et un facteur pronostic. Donc, les événements survenus depuis l'accident, il faut préciser, y a-t-il un trouble de vigilance, même transitoire, une perte de connaissance primaire ou secondaire, son évolution depuis l'accident et le long du transport, la survenue d'une crise convulsive ou bien un coma post-critique, même transitoire. Il faut donc se renseigner, y a-t-il des plaintes fonctionnelles qui orientent vers la présence de lésions périphériques associées. Donc, trois éventualités vont se présenter. Soit le patient présente une perte de connaissance initiale immédiate et brève, ou bien une amnésie des circonstances de l'accident, c'est la commotion cérébrale, ou bien le traumatisme traumatisé du crâne va présenter donc un trouble de conscience secondairement, ou bien après une perte de connaissance immédiate et résolutive, ce qu'on appelle l'intervalle libre ou lucide, et il faut redouter une complication chirurgicale, c'est l'hématome extradural, ou bien le patient présente d'emblée un coma, c'est un traumatisme crânien grave. Donc, les antécédents de victimes. Donc, il faut préciser, y a-t-il une prise médicamenteuse telle qu'un traitement antiépileptique ou bien un traitement anticoagulant ou anti-agrégant? Y a-t-il des antécédents médicaux, l'HTA, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance respiratoire? L'examen clinique, donc, on va les détailler. Commençons par les fonctions vitaux, donc ABCD. Et pour Airway, il faut assurer une liberté des voies aériennes supérieures qui peuvent être encombrées par des vomissements du sang. B pour breathing, donc il faut évaluer la fréquence respiratoire, le rythme respiratoire. Donc il faut savoir le trouble de rythme, donc Shin-Stokes, peut signifier une souffrance du tronc cérébral et toute détresse respiratoire doit être traitée en urgence de façon efficace afin d'éviter l'anoxie cérébrale. Donc, c'est pour circulation, il faut évaluer la tension artérielle, la fréquence cardiaque. Tout état de choc doit être traité en urgence. Il faut rechercher une cause abdominale et thoracique associée. D pour digestion, il faut rechercher les troubles digestifs, donc tels que les vomissements. L'examen neurologique, donc il faut évaluer l'état de conscience, rechercher des signes neurologiques de localisation et rechercher une atteinte des paires crâniennes. Commençons par l'état de conscience qui doit être évalué grâce à l'échelle de Glasgow ou bien Glasgow Coma Scale, donc, qui permet d'évaluer la fréquence, donc l'ouverture des yeux, les réponses motrices et la réponse verbale. Donc, le patient présentera ainsi un Glasgow Coma Scale qui va varier entre 3 et 15 sur 15. Il faut rechercher le signe neurologique de localisation, donc, qui va différer selon l'état de conscience du malade. Pour un malade conscient, il faut rechercher une hémiparésie, un trouble sensitif, un trouble phasique, ou bien des troubles visuels et des signes cérébraux associés. Pour un malade inconscient, il faut rechercher une asymétrie de la réponse motrice, une asymétrie des réflexes osteotendineux, ou bien un signe de Popelski. Il faut savoir qu'une crise convulsive focale a une valeur localisatrice. Concernant l'atteinte des paires crâniennes, il faut rechercher une atteinte de l'odorat qui peut signifier une fracture de l'étage antérieur du base du crâne. Il faut rechercher une atteinte du nerf optique, du nerf droit. Une paralysie du Suisse, donc un strabisme convergent, n'a pas de valeur localisatrice. L'atteinte du nerf facial, donc une paralysie faciale périphérique, peut signifier une fracture de rocher, une surdité, peut être secondaire, une lésion de la 8e paire crânienne ou bien un aimant tampon. L'examen de l'extrémité céphalique, donc l'examen du scalp
Il faut rechercher une plaie de scalp et préciser ses caractéristiques. Il faut rechercher une perte sanguine qui doit être donc traitée en urgence et faire l'hémostase rapide. Il faut rechercher issue de matière cérébrale ou fuite de LCR qui peut signifier la présence d'une plaie crânio-cérébrale. Donc, il faut rechercher aussi une échymose périorbitaire unie bilatérale ou mastoïdienne. Donc, un écoulement sanguinant ou un écoulement de LCR par le nez ou par les oreilles doit être vérifié. Et donc, il faut redouter ainsi une brèche ostéoméningée. L'examen de la face. Donc, il faut rechercher une fracture, une chute dentaire ou bien lésion du globe oculaire. L'examen somatique. Donc, tout traumatisme du crâne est souvent un polytraumatisé. Il faut rechercher ainsi un traumatisme cervical, une lésion thoracique ou abdominale ou fracture des membres. Devant un traumatisme de crâne, donc, la TDM cérébrale sans injection du produit de contraste doit être demandée donc, à la recherche d'un hématome intracrânien tel qu'un hématome extradural, un hématome sous-dural, un hématome intraparenchymateux, une hémorragie méningée. On peut avoir une contusion cérébrale, un lodème ou bien une turgescence cérébrale. Il faut rechercher un effet de masse ou bien des signes d'engagement ou bien une pneumoncéphalie. Donc, la TDM cérébrale sera demandée selon une classification Masters. Donc, notre victime ou notre blessé sera classé soit au groupe 1 ou bien groupe 2 ou bien groupe 3 selon la symptomatologie et l'état neurologique initial. Et selon cet algorithme, donc, notre patient qui sera présent aux urgences, il sera soit classé en groupe 1 ou bien groupe 2 ou bien groupe 3. Et il nécessitera soit une surveillance sans imagerie pour le cas du groupe 1, ou bien une imagerie en urgence et une hospitalisation, plus ou moins une imagerie donc, cérébrale de contrôle à distance. Donc, les éléments de surveillance. La surveillance neurologique et clinique doit être rigoureuse pendant les premières 48 heures. Ensuite, en fonction de l'état de blessé. Donc, sur le plan clinique, il faut rechercher une aggravation, une altération de l'état de conscience, des signes neurologiques de localisation. Il faut rechercher des troubles végétatifs et l'état de pupille. Radiologique, c'est la TDM cérébrale qui sera demandée en cas d'aggravation ou en absence d'amélioration clinique. Biologique, il faut rechercher des signes troubles acido-basiques, des troubles électrolytiques. Et concernant les malades qui ont un traumatisme crânien grave hospitalisé en milieu de RIA, c'est la mesure de la pression intracrânienne qui permet un enregistrement continu pendant l'hospitalisation en milieu de réanimation. Donc, je vous remercie pour votre attention et on va détailler dans une autre présentation les différentes entités et lésions post-traumatiques.